Bonjour à tous et bienvenue pour cet nouvel épisode des présentations de jeux Bazinga. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui fait partie de la grande famille des jeux de civilisation, c'est-à-dire des jeux où vous partez avec un peuple très petit, très localisé, puis vous allez le faire évoluer, lui faire des découvertes, le faire combattre les autres, découvrir des éléments sur les cartes, et puis pour devenir une civilisation plus ou moins florissante et qui a accès à une culture très développée. Donc celui qui vient de sortir dans le domaine s'appelle Clash of Cultures. Voilà, une grande boîte. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui est présenté comme étant d'une durée d'à peu près 40 minutes par joueur. Je pense que c'est peut-être même un petit peu plus. Une fois qu'on maîtrise les règles, on peut descendre à ce niveau-là. Et puis c'est un jeu que on va découvrir ensemble. Je vais vous faire la petite présentation et ensuite on se retrouve pour faire le bilan. À tout à l'heure. Une fois qu'on a ouvert la boîte de Clash of Cultures, le contenu qu'on y trouve est le suivant. Donc un livre de règles tout en couleur et bien illustré avec pas mal d'exemples. Voilà, donc il est richement illustré et pour ce qui est des règles d'exploration, c'est assez intéressant de vraiment les voir tourner. Ici, j'ai imprimé des aides de jeu qu'on peut trouver sur BGG, qui sont en français et qui résument tout. Donc une fois qu'on a lu le livre de règles, on n'a plus besoin d'aller trop chercher, on a tout sous les yeux, c'est vraiment très bien fait. Bravo à celui qui les a rédigés. Ensuite, chacune des 4 couleurs a des éléments. On va voir ça un petit peu en détail. Je les ai filmés en gros plan chacun. Donc vous allez pouvoir voir énormément de pièces en plastique qui sont de qualité tout à fait correcte, sincèrement. Vu la quantité et vu le prix de la boîte, il faut pas se plaindre. Il y a des petites barbures, bien sûr, mais rien de méchant. En plus, c'est du plastique mou, donc très peu de risque de casse pendant le transport. Donc ça, c'est plutôt agréable et pratique. Vous avez des dés, puisque les combats vont se résoudre avec des dés. Ici, des petits stand-up en carton, hop, qui représentent les merveilles qu'il est possible de construire. Donc certains pourront dire qu'ils sont déçus de voir autant de plastique et puis les merveilles en carton, mais bon, voilà, c'est un choix de production. Ça aurait peut-être coûté significativement plus cher de faire des choses uniques. Donc ici, vous avez les barbares qui sont les mêmes unités que les autres, mais en marron gris. Donc ici, vous avez pour tout le monde. Ici, la piste de tour qui permet de noter où on en est, puisqu'en fait, on va voir tout à l'heure, mais une partie se déroule tout simplement en 6 manches, et chaque manche a 3 tours. Voilà, et ici, c'est la même chose, mais pour une variante. Voilà, ici, vous avez les différentes cartes qu'on va voir en détail ensuite de développement, ainsi que des objectifs et des événements et des merveilles. Les merveilles dont on a vu les petits stand-up en carton tout à l'heure. Là, tous les marqueurs, vous avez des marqueurs de culture et des marqueurs de villes mécontentes et puis de villes contentes. Ici, toutes les différentes tuiles de 4 hexagones qu'on va assembler suivant différentes répartitions, suivant qu'on joue à 2, 3 ou 4 joueurs. Vous voyez, elles sont mises sur le plateau retourné et on ne connaît pas la disposition exacte du plateau. Il y a 4 tuiles qui sont double face, qui sont les tuiles de départ que chaque joueur aura, sur lesquelles il peut placer sa ville de départ. Et enfin, quelque chose d'intéressant puisqu'il s'agit du plateau individuel, et notamment celui qui représente
l'arbre des technologies. Donc en haut, on a une réglette qui permet de placer un curseur pour savoir quels sont les différents, combien on a de chaque ressource. On le fait se déplacer pour savoir combien on en a, tout simplement. Et en dessous, les petits cubes qu'on a vus tout à l'heure dans les plateaux individuels, dans les composants de chaque joueur qui sont là. Il les enfiche, et ça c'est assez bien fait, dans le plateau de jeu. Tous ceux qui ont joué à Eclipse savent à quel point c'est pénible de voir son plateau déplacé comme ça, voilà, un petit coup dans la table ou une maladresse, et puis on ne sait plus où sont les choses. Ici, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus pratique, étant donné on met le cube dans le petit trou, et il est bien calé à l'intérieur. Alors bon, à Eclipse c'est différent, puisque à Eclipse on découvre des éléments, donc il faudrait avoir un plateau à double profondeur pour pouvoir et voir quelque chose et le caler. Mais c'est un aspect assez pratique. Donc vous voyez les différentes zones, les couleurs, puisque quand on fait une découverte particulière, si vous avez un cadre bleu ou jaune autour de la case de la découverte, eh bien vous gagnez les pions ici, culture ou humeur, qui correspondent à la couleur. Et donc ces pions, ensuite, vous pouvez les dépenser pour obtenir différents effets en cours de partie. Donc ça a aussi un intérêt particulier. Alors j'en profite pour faire un petit zoom pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, vous avez une grande catégorie, ou ici, donc de 4 découvertes. Pour pouvoir ouvrir la catégorie, il faut toujours faire la première, celle qui se trouve tout en haut, et ensuite vous pouvez atteindre n'importe laquelle des autres, sauf pour certaines, et elles sont assez rares, qui ont un prérequis en rouge à côté. Sinon, donc là, vous êtes obligé de faire pêche, cartographie, navigation, puisque navigation dépend de cartographie, que cartographie, vous êtes obligé de faire pêche avant de le prendre. En revanche, navire de guerre, vous pouvez le prendre directement. Il n'y a pas de saut à faire. Donc, pour ouvrir une catégorie, toujours ici, le premier. Petite différence, vous avez les types de gouvernement qui se trouvent ici. Alors, eux, vous voyez, vous avez des flèches qui indiquent qu'il est nécessaire de découvrir la technologie qui se trouve juste au-dessus avant même de pouvoir ouvrir le premier. Donc c'est une condition supplémentaire, ça met un petit peu plus de temps à être mis en place. Et ensuite, elles sont à fond grise. En fait, on ne peut pas s'engager parallèlement dans les différents types de gouvernement. C'est-à-dire que si vous avez ouvert la démocratie, eh bien, vous ne pouvez pas commencer à chercher le pouvoir absolu ou la dévotion, évidemment. Tout ça est mutuellement exclusif. Quand vous décidez de changer de type de gouvernement, dans ce cas-là, vous transférez en bloc les différentes technologies de votre système de gouvernement vers un autre. Donc c'est un petit peu l'équivalent des révolutions, si on veut, dans Through the Ages. Donc là, vous faites une mutation de la société complète et du système de gouvernement à ce moment-là. Voilà, on a vu tous les éléments de la boîte. Vous avez des éléments pour 4 joueurs, la boîte est bien remplie, j'ai enlevé l'insert. Donc vous pouvez vous rendre compte que une fois que la boîte a été dépunchée, il y a énormément de choses à l'intérieur. Alors ici, c'est une petite nouveauté dans les vidéos, je fais un gros plan sur les éléments. Donc ici, vous avez le bateau. Alors ils tiennent bien, ceux-là debout, il faut les couper un petit peu en dessous et vous voyez les détails. Maintenant, une autre unité, il s'agit des colons, donc ceux qui vont pouvoir créer de nouvelles villes. Voilà ici les unités militaires, donc les armées, il n'y a qu'un seul type d'armée, le voilà. Les colonies, donc c'est quand vous créez une nouvelle ville, c'est le cœur de la ville. Un port, c'est lui qui va permettre les bateaux. Ici, un temple
pour les améliorations en rapport avec la spiritualité. Ici, une académie, un centre de recherche qui produit des idées, donc une ressource pour faire des découvertes. Ici, la forteresse qui améliore de façon significative le combat. Et ici, l'élément intéressant du jeu, puisque les villes sont combinées pour former un ensemble, une véritable ville. C'est assez joli esthétiquement, donc ça vous permet d'avoir un bel ensemble. Et là, vous voyez comme c'est la même chose, mais une fois mis en place sur la carte. Donc vous avez la possibilité de voir exactement de quoi il retourne au niveau du matériel. Alors ici, j'ai mis en place une partie à 2 joueurs, donc vous avez un joueur qui se trouve en face, le plateau pour 2 joueurs, donc vous pouvez voir la configuration que ça donne. Les 2 joueurs font face à face, et puis la Terre incognita se trouve partout ailleurs, et il va falloir la découvrir petit à petit et y faire des constructions. La position de départ de chaque joueur est la suivante. Il démarre sur la case fertile avec une ville et un colon. Ensuite, ici, tout a été préparé. Pour commencer, un joueur a récolte et mine, les 2 premières technologies, donc ce qui lui permet de démarrer tout de suite n'importe où, presque n'importe où, puisque là il y a du rouge, sur le domaine agriculture et construction. Toutes les ressources sont à 0, sauf la nourriture qui est à 2, et les marqueurs ici, qui sont des curseurs en fait, qui vont se promener en montant au fur et à mesure que le joueur gagne des ressources ou les points correspondants vers l'extrémité de la règle. Vous remarquerez ici qu'il y a des cases plus claires avec événements d'indiquer. Et bien dès que l'un des deux, à chaque fois que l'un des 2 marqueurs ici pénètre dans ces cases-là, donc vous voyez que ça fait, il y a 2 marqueurs et 3 cases, c'est-à-dire 6 fois pour ce joueur dans la partie, il va piocher une carte événement dans le deck événement et résoudre ce que la carte lui dit. Des fois c'est positif pour lui, des fois négatif pour les autres. Il peut y avoir des tas de choses, des maladies, des guerres civiles. Voilà, c'est toujours un petit peu aléatoire de savoir ce qui va se passer, mais 6 fois pour chaque joueur au cours de la partie, il va y avoir le déclenchement d'événements. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Après, il suffit de faire glisser pour compter les ressources, glisser sur la réglette la ressource qui correspond. On va voir ça un petit peu plus en détail. Ici, vous avez donc la nourriture, le bois, le minerai, l'or. L'or est en fait une ressource joker, elle peut compter pour n'importe quelle autre ressource, donc elle est assez intéressante. Et ici les idées, c'est-à-dire c'est une ressource qui permet de payer uniquement les découvertes, donc une ressource spécialisée. Donc voici les différents types de ressources qu'on peut trouver dans le jeu, ainsi que la disposition de départ. Là, nous allons voir comment le jeu se déroule. Le jeu dure donc 6 manches, chaque manche étant constituée de 3 tours. Pendant chaque tour, les joueurs vont alterner jouer à partir du premier joueur, prendre toutes leurs actions, et ensuite, une fois qu'ils auront pris toutes leurs actions, on fait avancer le petit marqueur de tour, on recommence pour un cycle, puis pour un 3e, et en fin de manche, il y a une phase de décompte qui permet de scorer les objectifs, donc de marquer des points de victoire pour les objectifs, de faire quelques petites opérations sur le plateau de jeu qu'on va voir tout à l'heure un petit peu en détail, et puis de redéterminer qui va être le premier joueur pour la phase suivante, et ainsi de suite. C'est reparti pour un cycle. Voilà. Donc c'est comme ça que le jeu fonctionne, et à la fin ici, on compte les points de victoire. Les points de victoire, on les obtient à concurrence de 1 point de victoire par bâtiment de sa couleur sur le plateau, un demi-point de victoire par
découverte, c'est-à-dire par développement qu'on a réussi à faire, 5 points de victoire par merveille, 2 points de victoire par carte objectif, puis éventuellement des points de victoire obtenus par des événements en cours de partie, des événements qui ont une sortie aléatoire. Donc voilà un petit peu l'architecture du jeu. On enchaîne les tours. Et maintenant, donc, on va pouvoir voir quelles sont les différentes actions qu'un joueur peut prendre à son tour. Alors, à son tour, un joueur a la possibilité de faire 3 actions successives. Les différentes actions qu'il est capable de mener parmi ces 3 sont au nombre de 6 actions différentes. Alors on va les passer en revue les unes après les autres, puis après vous aurez une vision quasiment totale de la façon dont le tour de jeu s'articule. Ensuite on verra comment le combat se déroule, et puis quelques détails sur les différents développements qu'il est possible de réaliser. Donc la première action, elle est très simple, elle consiste à justement faire un développement, c'est-à-dire à faire de la recherche et améliorer les connaissances de sa civilisation. Pour ça, c'est très simple, il suffit de payer 2 nourritures. Donc ici, j'ai 2 nourritures, je passe à 0, et ensuite de prendre un petit cube et de le mettre dans la découverte que l'on souhaite poursuivre. Donc ici, par exemple, je prends irrigation. Alors, irrigation, comme vous le voyez, c'est une découverte qui permet de récolter de la nourriture dans les cases du plateau qui sont arides, c'est-à-dire normalement qui ne produiseraient rien. Ici, vous voyez un cadre jaune, il y en a d'autres qui ont un cadre bleu. Donc un cadre jaune, ça veut dire que le fait de prendre cette découverte augmente le curseur ici de culture de 1 et rapporte un pion identique à celui-là, rond, qui est un pion d'humeur, qui sont des pions qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour certains effets, pour payer certains effets. On les stocke ici si on veut, à côté des pions culture que l'on obtient quand on fait une découverte à cadre bleu. Alors comme vous voyez qu'il y a 8 graduations sur l'échelle, une fois que ici on est éventuellement en butée pour l'un ou pour l'autre, eh bien le pion reste à ce niveau-là, il n'évolue plus. En revanche, on continue à avoir les pions ronds de culture que je vais vous montrer tout à l'heure, on continue à les gagner même si on est en butée. Là on n'évolue plus, mais on obtient des pions d'humeur, donc c'est beaucoup plus facile ensuite pour continuer à payer les coûts malgré tout. Donc ici je récupère mon pion humeur que je mets sur mon plateau ici. On peut très bien éventuellement envisager de s'en passer et de le mettre ailleurs, mais l'avantage de ce petit plateau additionnel, c'est qu'il regroupe le coût de toutes les améliorations de ville ainsi que leur effet, et puis donne un bon résumé de tout ce qui se passe pendant le jeu, les types d'actions autorisées et ce qui se passe au moment de la phase de bilan. Donc nous avons vu le développement pour 2 nourritures. Ensuite, il y a la possibilité de fonder une ville, et pour cela, il faut avoir un colon. Donc ici, évidemment, c'est la position de départ, mais les colons, on les a vus dans le matériel, ce sont ces personnages-là. S'ils sont sur une autre case, eh bien, c'est très simple. On prend donc une des 3 actions du tour, on le retire, et on le remplace par un pion identique à celui-là, et on fonde les bases d'une nouvelle cité à l'endroit où on se trouve sur la carte. Voilà, de cette façon-là. Donc c'est très simple, on peut aller n'importe où. Ensuite, les villes ont la possibilité de grandir et de récolter des ressources tout alentour, c'est-à-dire sur toutes les cases qui les bordent, ainsi que sur la case qu'elle occupe elle-même. Donc voilà la deuxième action, l'action de fonder une ville. La troisième action consiste à activer une ville. Alors là, activer une ville, c'est une action qui, à mon avis, avec l'expérience que j'ai du jeu désormais, me semble être le cœur de l'endroit où se trouvent les décisions les plus importantes du jeu. Et c'est la manière dont on réussit à activer à bon escient ses propres villes qui vont faire qu'on va remporter la partie sur le long terme. Parce qu'en fait, l'activation de ville a 3
sous-actions, hein, peut avoir 3 usages différents qui sont très très importants les uns et les autres. Alors la première, c'est le fait de pouvoir construire des unités. Donc tout simplement, on active une ville, et puis on regarde sur la table ici des unités, et puis on peut créer des colons, des armées ou des bateaux si c'est une ville en bord de mer. Les coûts sont indiqués ici, nourriture, nourriture minerai, ou bois et bois. Une fois qu'on a fait cette activation, bien, il suffit ensuite de poser là où les unités, on peut l'activer et produire autant d'unités qu'on veut dans la ville qui vient d'être activée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Une activation n'est pas une production. Tant qu'on a des ressources pour produire, on peut produire plusieurs armées d'un coup, ou panacher, armées, colons, et ainsi de suite. La limite d'empilement est de 4 unités par case, donc c'est la seule limite physique, en fait, un petit peu, à la quantité de choses que l'on peut construire. Alors, dans l'activation, il y a le fait de dépenser ces ressources, et puis pour construire des choses. Alors l'autre action qu'on peut choisir quand on active, c'est une action qui consiste à donc, activer la ville et l'utiliser pour récolter, c'est-à-dire récupérer des ressources au alentour. Alors, ici, la ville est de taille 1. Vous avez vu dans les éléments de présentation du matériel que l'on a jusqu'à 4 éléments additionnels que l'on peut mettre autour de la ville, donc pour la faire grandir. Le nombre d'éléments constitue la taille de la ville. Ici, on a une ville de taille 2. Donc la ville est de taille 1 quand on la fonde, et ensuite on peut ajouter des choses et la faire croître ensuite. Et donc plus la ville est grande, plus elle a une capacité de production importante. Une ville a une capacité de production égale à sa taille. Donc ici, la ville est capable de produire, de récolter 2 ressources. Donc on choisit 2 ressources parmi celles qui sont autour et sur la case elle-même. Donc ici, on peut choisir du bois, ici de la nourriture, ici du minerai, et ici, si on a irrigation, parce que c'est une tuile, un hexagone aride, on peut choisir de la nourriture aussi. Si on a la mer et qu'on a la pêche, on peut faire de la nourriture également, mais pour cela, il faut être en bord de mer et avoir le développement pêche. Ça, c'est la deuxième possibilité quand on active une ville. La troisième possibilité, c'est d'agrandir la ville, et donc justement, ici, de la construire des éléments supplémentaires. Sur l'aide de jeu, on trouve les coûts des différents bâtiments que l'on peut construire. Ici, c'est toujours la même chose. Le coût est identique, mais les effets sont différents. On peut obtenir des jetons d'idées, donc utiles pour payer des développements futurs. On peut aussi avoir des jetons d'humeur, qui sont les jetons avec le smiley. Ici, hop. On peut avoir un port, donc, qui permet de construire des bateaux et de pêcher, et de récolter de l'or, surtout après, ou des jetons humeur. Et puis, on a aussi la forteresse, qui a des gros avantages en défense, puisqu'elle permet de compter comme une unité, une armée, immobile forcément, puisque la ville ne bouge pas, mais une armée, et aussi d'annuler la première destruction quand un adversaire attaque, donc très très fort pour la défense. Donc voilà les 3 actions que l'on peut faire quand on choisit d'activer la ville, c'est-à-dire construire des unités, récolter des ressources ou agrandir sa ville. Alors les petites choses supplémentaires qu'il est bon de rappeler à ce moment-là, c'est que, on va le voir après, on a la possibilité d'améliorer l'humeur d'une ville, c'est-à-dire de la faire passer en dépensant des points d'humeur, de la faire passer au statut de ville neutre, au statut de ville heureuse ou satisfaite. Donc dans ce cas-là, on met un smiley autour. Une ville qui a ce statut, c'est-à-dire qui est satisfaite, qui est heureuse, compte comme une ville de taille
1 de plus que sa taille réelle. C'est-à-dire qu'ici, cette ville compterait comme une ville de taille 3, que ce soit pour les constructions, pour les récoltes. Donc c'est très intéressant d'avoir des villes heureuses, puisque elles permettent de puiser plus de ressources. Alors on a la possibilité d'activer 2 fois une ville dans le même tour. La deuxième activation, en revanche, fait baisser son niveau de satisfaction de 1. C'est-à-dire que si vous avez une ville heureuse, vous l'activez la première fois, rien ne se passe, vous récoltez, vous obtenez ce que vous voulez de la ville. La deuxième fois que vous le faites, en revanche, vous le retirez le pion, et la ville est devenue neutre. Vous pouvez le faire une troisième fois, et auquel cas, elle va encore perdre un niveau, et dans ce cas-là, elle passera au niveau en colère, avec le smiley mécontent. Donc la ville devient en colère. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'une ville est en colère, elle compte comme une ville de taille 1, quelle que soit sa taille. Donc pour la production, voilà, vous avez épuisé la bonne volonté du peuple, et maintenant il rechigne à produire. Donc désormais, vous n'avez plus qu'une ville de taille 1, même s'il y a 5 bâtiments sur la carte. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau des villes. On va voir les autres actions maintenant. L'action suivante, c'est l'action de déplacement. Quand on fait une action de déplacement, on peut déplacer jusqu'à 3 unités ou groupes d'unités. C'est-à-dire qu'une armée constituée de plusieurs, comme cela, de plusieurs soldats ou plusieurs bateaux peut se déplacer et compter comme 1, puisqu'il se déplace de concert. Alors un déplacement, c'est un déplacement d'une case à chaque fois. Donc on peut utiliser la même une fois. Pour une case, ça compte pour une fois, donc jusqu'à 3 cases éventuellement de distance. Alors, ce qui se passe quand on se déplace, ici on a un colon en bord de carte, donc s'il part en découverte, qu'est-ce qui se passe si on décide de le faire se déplacer ici? Alors ici, on va avancer pour voir ce qui se passe. À ce moment-là, on retourne la carte et on regarde la case sur laquelle se trouve. Alors la chose la plus importante, c'est de faire en sorte que la case cible ne soit pas une case de mer. Donc ici, ça n'est pas le cas. Tout va bien, on la laisse telle qu'elle est. Puisque si jamais on choisissait de la mettre autrement, puisqu'on a le choix, ça serait impossible. On l'oriente comme on veut, mais il faut absolument que les colons ou l'unité qui se déplace, ça arrive à pied sec quand c'est une unité terrestre. En revanche, quand c'est une unité maritime, c'est complètement différent. Il faut aussi faire en sorte, si jamais la chose se produit, que le déplacement mettre les cases de mer vers l'extérieur, puisque ça permet de créer une mer qui permet de circuler autour des terres. Donc voilà, la façon dont les déplacements se passent, c'est très simple, on découvre. Alors vous remarquerez que si j'avais choisi mon déplacement sur une autre case, on aurait obtenu une carte différente. Et donc c'est un aspect amusant de la façon dont le jeu se joue. Si jamais je décide, au lieu d'aller là, eh bien, je dois aller ici. Je retourne. Donc ma seule possibilité pour que l'unité tombe sur de la terre, c'est celle-là. C'est-à-dire de mettre la tuile à l'envers par rapport à la position de tout à l'heure. Donc ça, les cases que vous choisissez ont un impact sur la façon dont la carte va se générer au moment où vous faites les découvertes. Alors quand ce sont des bateaux, c'est un petit peu différent. Si on a des bateaux, eux, ils peuvent se déplacer d'une mer à l'autre. Ils n'ont un déplacement. Ce n'est pas un déplacement d'une case, c'est un déplacement ou dans le même système de mer sur la case qu'on veut, ou alors j'ai rien découvert de plus. Donc voilà, ici, j'ai retourné deux tuiles. Et là, si je suis ici, eh bien, je sors, je fais de la circumnavigation et je peux retomber ici pour un mouvement. Voilà. Si jamais il y avait une case de mer au milieu, j'aurais été obligé de compter un déplacement intermédiaire, parce qu'on doit aller à la mer la plus proche dans le sens dans lequel on se déplace. Donc un déplacement s'il y avait une case de mer ici, par exemple, et un deuxième pour arriver ici. Donc on peut aller très très loin avec les bateaux. Les bateaux peuvent charger aussi des armées, jusqu'à 2 par bateau,
et ainsi déplacer des armées entières. Maintenant, nous allons continuer avec l'amélioration civique. L'amélioration civique, ça consiste à améliorer le statut d'humeur d'une ville. Donc pour cela, il faut utiliser les jetons culture humeur que l'on a récupérés quand on fait des découvertes qui ont un tour jaune. Il y a aussi d'autres cartes qui peuvent en obtenir. C'est principalement la source principale pour ce genre de choses. Et on paye autant de jetons que la taille de la ville pour améliorer son statut de 1. Donc là, si la ville était mécontente, il faudrait que je paye 1 pour la passer neutre, et éventuellement un deuxième pour la passer heureuse. Alors, il n'y a pas de limitation au nombre d'améliorations civiques que vous pouvez faire. Si vous avez 3 villes, vous pouvez améliorer les 3 avec cette seule action. Tant que vous avez suffisamment de jetons humeur pour faire vos améliorations, il n'y a aucun problème. Alors vous remarquerez que le fait que ça coûte aussi cher que la taille de la ville rend important le fait de rendre une ville heureuse quand elle est petite, puisqu'elle va conserver ce statut en grandissant, et vous n'aurez pas à payer de coûts supplémentaires. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, dès que vous fondez une ville, vous la passez au niveau heureux, et puis quand vous allez la faire grandir ensuite, elle va le conserver, et donc produire un de plus que sa taille, donc c'est intéressant ultérieurement. C'est pour ça que je vous disais que les activations sont très importantes pour le jeu, puisque c'est un moment, quand vous avez une ville de taille 5, vous pouvez éventuellement, à ce moment-là, en un tour, la saigner à blanc, l'activer jusqu'à 3 fois, pour la faire produire énormément, et puis ensuite, elle va être mécontente, puisque vous l'aurez activée 3 fois, donc si elle était heureuse avant, elle passe comme ça. Ça va vous coûter très cher pour récupérer, mais vous avez obtenu énormément de ressources, donc c'est un moment où vous pouvez surproduire pour répondre à un besoin et à faire une stratégie. Donc c'est pour ça que je pense que le cœur du jeu, ce sont les activations de ville, parce que c'est là qu'on produit ou des unités, ou des ressources, et donc c'est ce que je sens comme étant la chose vraiment cruciale, savoir le bon timing pour faire ce genre d'opération. La dernière action que vous pouvez faire, la 6e, c'est l'influence culturelle. Alors l'influence culturelle, c'est la capacité que vous avez avec une ville de cibler une ville de l'adversaire et de transformer un des bâtiments qui s'y trouve en un des vôtres. Donc ici, alors ça se fait au moment auprès d'une action. Vous choisissez de cibler, ici, il faut que la ville à cibler ait une taille 2, puisque vous n'avez pas le droit de modifier la couleur de base de la colonie centrale. Et donc, ici, la portée de l'influence d'une ville est égale à sa taille, donc celle-là a 2 de portée pour son influence, donc ici elle est à 2 cases, donc tout se passe bien. Et ce que vous faites, c'est que donc vous la ciblez, donc ça vous coûte une action, et il faut que votre ville, bien sûr, la ville qui attaque entre guillemets, puisque ça n'est pas militaire, c'est culturel, la ville qui fait son influence ne soit pas elle-même sous l'influence d'un autre, donc qu'elle soit homogène en termes de couleur. Et donc, vous allez lancer le dé, et sur un 5 ou un 6, vous allez réussir à faire votre influence. Donc, par exemple, j'essaye ici. Hop, ça tombe bien, j'ai fait un 6. Et donc, à ce moment-là, vous permutez le bâtiment avec le vôtre de votre couleur. Alors, étant donné que les bâtiments de votre couleur valent 1 point de victoire en fin de partie, ça peut être très intéressant, puisque là, vous venez de gagner 1 point de victoire. Alors, l'avantage, c'est que, à partir du moment où la ville a été attaquée culturellement, entre guillemets, elle ne peut plus vous attaquer, puisqu'elle n'est plus homogène. On ne peut pas revenir en arrière. La seule chose qu'elle puisse faire, elle, c'est de tenter de s'auto-cibler pour faire la même chose et revenir
au statu quo ante, ici, et récupérer son intégrité culturelle, entre guillemets. Donc là, ici, on expurge l'influence de l'autre, en fait, hein, de l'étranger. Alors, donc, si on revient dans cette situation-là, on se retrouve avec une ville. Le bâtiment conserve son effet pour celui qui possède la ville. Donc, ici, c'est une forteresse. La défense est conservée. C'est juste une influence culturelle. Hein. C'est un petit peu, pour ceux qui sont allés visiter l'Espagne, on peut considérer ça comme ça, c'est-à-dire que le palais de l'Alhambra serait une influence culturelle des morts sur les Espagnols. Donc en fait, on peut considérer, c'est comme ça qu'on peut voir la chose. Il n'empêche que l'Alhambra reste, une fois qu'elle a été reconquise, reste utilisée par les Espagnols. Mais l'architecture, la culture est là, et donc ça permet surtout aux joueurs verts, en l'occurrence ici, de marquer un point de victoire supplémentaire à la fin. Et donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Voilà un petit peu comment fonctionne l'influence culturelle. L'influence des différents types de terrain sur le mouvement donc, est la suivante. On peut se déplacer librement sur une case de prairie, aucun problème. Sur une case de montagne, l'armée ou l'unité qui s'y déplace n'a plus la possibilité de se déplacer ensuite dans le même tour. C'est son dernier mouvement. Les zones arides, aucun problème. Les forêts, on peut y entrer sans problème et on peut en sortir, elle ne compte pas, elle ne gêne pas le mouvement, sauf si jamais il y a une unité adverse en sortie, c'est-à-dire que si jamais le déplacement hors de la forêt devait impliquer un combat, il est impossible. Donc ça limite le fait que l'unité puisse se déplacer au-delà de la forêt si jamais il y avait quelque chose ici, une armée ici, on ne pourrait pas s'y déplacer. Donc voilà les limitations de la carte, évidemment. Les cases de mer sont interdites au déplacement, sauf pour les bateaux qui ne peuvent que se trouver sur des cases de mer. Concernant les déplacements, pour ce qui est des combats pour les navires, ça se passe exactement comme avec les unités terrestres, sauf que c'est sur mer, et c'est le nombre de bateaux qui compte pour la détermination du nombre de dés à lancer. Si jamais les bateaux transportent des unités, puisque chaque bateau peut transporter jusqu'à 2 unités terrestres, les unités terrestres, elles, ne comptent pas pour le combat naval. La dernière petite chose concernant le déplacement qu'on pourra noter, c'est que quand on découvre une nouvelle case, ici, je vais faire un mouvement avec mon colon qui va aller découvrir cette tuile-là. Donc là, le déplacement est valide. Alors, vous remarquerez ici que celui qui découvre a le choix, puisque les deux cases ici sont des cases de terre, qui sont conformes au déplacement du colon. Il peut choisir de se déplacer comme ceci, de le placer comme ceci ou comme cela. Comme ça l'arrange la tuile qui vient d'être découverte. Alors cette tuile est spéciale, elle a un petit symbole ici qui est le symbole des barbares, ce qui indique que les barbares sont présents sur cette tuile, et donc tout de suite on y met une ville barbare ainsi qu'une unité d'armée barbare qui la garde. Et donc ces unités vont rester soit jusqu'à ce qu'elles soient conquises ou jusqu'à ce que des cartes d'événements les réveillent pour qu'elles aillent attaquer les villes les plus proches. Maintenant nous allons voir ce qui se passe en ce qui concerne le combat. Alors en fait le combat est le produit d'un déplacement qui fait qu'une unité, c'est-à-dire soit un groupe d'armées, soit une armée toute seule, se retrouve dans la même case que des unités adverses. La limitation est de 4. Pour l'empilement, donc ici on a 3 unités, pas de problème, contre 2 avant, aucun problème. Le déplacement en sortie de forêt oblige, puisqu'il y a une unité dans la case
d'arriver à s'arrêter. Et donc là, il faut absolument résoudre le combat sur le champ sans continuer à faire les autres déplacements. Le combat interrompt la phase de déplacement de façon immédiate jusqu'à ce qu'il soit résolu pour pouvoir continuer. Donc en fait, le système est très simple. Les deux unités vont s'attaquer mutuellement avec une force égale à leur nombre de puissance. Leur nombre d'unités. Donc ici, 3 pour le bleu, avec 3 dés donc, contre 2 pour le vert. Donc le bleu attaque. Alors les attaques sont simultanées. Je vais les faire séquentiellement, mais en fait chacun s'attaque simultanément. Et donc on jette autant de dés de chaque côté qu'il est nécessaire de combattre pour le combat. À ce moment-là, on a aussi la possibilité de jouer certaines cartes qu'on va voir un petit peu en détail après, mais qui sont les cartes actions. Hop, c'est avec le dos marron. Et certaines ont des effets, en général dans la partie inférieure, spécialement dédiés au combat et qui donnent un avantage. Donc par exemple, si ici bleu attaquait, et comme on vient de le faire, et qu'il jouait cette carte, vous voyez ici que quand on est attaquant, on ajoute un dé à son potentiel de combat, donc c'est-à-dire que lui attaquerait avec 4 dés en jouant cette carte. Donc on va utiliser cette configuration-là. Je lance les 4 dés. Alors je les regroupe pour que vous puissiez voir le résultat. On fait la somme. Donc ici, on a 12. Et on divise par 5 en arrondissant à l'inférieur. Donc on obtient un résultat de 2. C'est-à-dire qu'on obtient 2 touches, donc, et on détruit 2 unités de l'adversaire. Donc là, l'armée verte sera intégralement supprimée. L'armée verte, elle, a attaqué pendant ce temps-là, puisque c'était simultané. On va voir si elle inflige des pertes au bleu. Je relance le dé. Et oui, effectivement, très fort aussi. Ici, donc, on a 11, ce qui fait encore 2 touches, divisé par 5, arrondi à l'inférieur, 2 touches. Donc le résultat du combat, c'est qu'il ne reste qu'une unité bleue à l'issue. Donc là, le combat est définitivement achevé, et bleu peut reprendre son déplacement, puisqu'on avait interrompu le déplacement pour gérer le combat. Si jamais il y a d'autres circonstances, imaginons que bleu avait eu moins de succès et qu'il y avait eu une touche de chaque côté, eh bien, puisqu'il reste une unité en défense, bleu a le choix soit de reculer, c'est-à-dire de battre en retraite, soit de persister et donc de repartir pour un round de combat, mais cette fois-ci, lui lance 2 dés, et vert lancera 1 dé. Et on verra s'il reste quelque chose ou pas. Alors, soit les armées peuvent s'éradiquer mutuellement, intégralement, donc, auquel cas, évidemment, tout est terminé. Soit, on peut très bien imaginer que ce soit bleu qui, à l'issue de ce nouveau round de combat, perde une unité, mais que vert reste. Eh bien, on aurait la possibilité de faire soit un 3e round de combat si bleu choisit, soit s'il choisit de se retirer, de revenir dans la case où il était. Donc voilà comment le combat se déroule. C'est relativement simple. En gros, c'est 1 dé par figurine. On lance, divisé par 5, réduit à l'inférieur. Éventuellement des cartes qui permettent de faire des modifications. Et puis on résout jusqu'à ce que soit l'attaquant batte en retraite, soit le défenseur soit intégralement anéanti. Le jeu dispose d'un certain nombre de cartes de nature différente qui sont distribuées en cours de partie et qui ont des effets particuliers. Alors, chacun commence avec un objectif et une carte action, et puis à la phase de bilan de tous les trois tours, on obtient une supplémentaire. Alors là, donc vous voyez, elles sont un peu faites de la même manière les uns et les autres ici. Donc toujours 2 points de victoire possibles. Le haut est à caractère général et le bas est en général en rapport avec des choses militaires. Et les traces de sang qui tendraient à indiquer le côté martial de ça. Donc, vous voyez, ici, je
vous l'ai montré tout à l'heure celle-là. Ici vous avez autre chose. Là la condition, le moment de déclenchement est différent de la phase bilan, donc c'est indiqué en gras. Et puis ici donc à chaque fois des choses différentes. Donc ça vous permet, le fait qu'il y en ait deux par carte et donne plus de souplesse effectivement. Et puis ensuite vous choisissez, puisque vous en avez plusieurs qui apparaissent en cours de partie, le moment où vous allez les jouer. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser dès que vous les récupérez, mais ça vous permet d'orienter votre jeu. Alors ici, pour ce qui est des actions, c'est un peu la même chose. Vous avez toujours indiqué le coût et le moment où vous pouvez les jouer. Donc JCA, c'est jouer comme une action, c'est-à-dire que ça coûte l'une des 3 actions de votre tour, vous pouvez la jouer, vous voyez. Dans ce cas-là, vous piochez 2 cartes objectifs et puis vous pouvez donc les échanger. Donc ça vous donne encore plus de souplesse dans la manière de gérer votre partie. Donc ici, voilà, on obtient 2 idées après avoir acquis un développement. Et ici, vous voyez, vous avez 1 plus 2 au total, avant la division par 5. Pas un dé supplémentaire, mais 1 plus 2. Et qui marche pour que ce soit les armées, les bateaux ou les forteresses. Donc c'est quand même assez varié. Donc toujours la même chose, en haut général et puis en bas quelque chose qui a en rapport avec le combat. Donc beaucoup de variétés, les decks sont assez épais, il y a pas mal de choses, donc vraiment, notamment avec les objectifs, on est vraiment sûr que les parties ne se ressemblent pas. Entre la variabilité sur les objectifs et puis le plateau de jeu, ça laisse une grande rejouabilité au jeu, et ça c'est assez intéressant à ce niveau-là. Les parties sont de façon certaine ne se dérouleront jamais de la même manière, donc ça offre beaucoup de variété. Alors, à part ces 2 types de cartes-là, on en a 2 autres. Les merveilles, bon, bien connues, qui donc, il y a un développement qui permet d'activer ce tas, et on retourne la première carte. Ici, vous voyez les coûts qui sont très très importants pour construire les merveilles, les 5 points de victoire que ça rapporte, le prérequis et le pouvoir spécial qu'on en obtient. Donc dès qu'elle est construite, on prend le petit stand-up en carton qui se trouve là, hop, et qui la symbolise pour les 5 points de victoire et le pouvoir. Et donc bon, tout ça c'est du très classique. Grand mausolée, les jardins, ce sont des merveilles que tout le monde connaît. Il y a la grande muraille de Chine, on est vraiment dans le classique. Et les événements, je vous ai dit qu'ils étaient déclenchés dès que l'un des 2 curseurs, comme celui-là, franchit ces niveaux-là. Et donc quand ça a lieu, on retourne la carte et on obtient on résout. Donc ici, c'est une perte de nourriture et éventuellement, certaines découvertes permettent de s'en prémunir. Donc ici, vous avez la famine. Alors les événements sont variables. Des fois, ils sont bénéfiques. Des fois, ils sont néfastes. Et des fois, ils ont des icônes comme celle-là. Donc en plus de leur effet, vous avez le déclenchement ici d'une attaque des barbares. Donc si vous avez découvert des barbares, il y a la procédure qui va permettre de déterminer quelle ville ils vont attaquer. Voilà, donc ici des différentes choses assez variées. Donc dans les effets, des fois ce sont les autres qui vont prendre un problème. Des fois c'est vous. Beaucoup de variétés à nouveau. Vous voyez l'épaisseur du deck. Il y a de quoi faire. Les choses se déroulent jamais 2 fois de la même manière. Donc beaucoup de changements à prévoir entre les parties. À la fin de chacune des 6 manches, quand tout le monde a terminé de jouer le tour 3, a lieu une phase de bilan, de décompte, au cours de laquelle on va regarder un certain nombre de choses. Je vais vous les décrire brièvement. La première chose, c'est voir si les joueurs ont réalisé des objectifs. Donc je vais vous les présenter un petit peu plus en détail après. Mais voilà l'exemple d'une carte objectif. Ce sont les cartes vertes. Chacun en a une.
en début de partie, et puis on récupère à la fin justement de chacune des manches des supplémentaires. Donc ça permet d'avoir des objectifs supplémentaires, et surtout le fait qu'on les obtienne en cours de partie fait que rien n'est jamais écrit. On peut obtenir des objectifs et changer complètement d'orientation en cours de route. C'est pas comme à Agricola par exemple, où les cartes dont on bénéficie, on les a toutes en début de partie, et donc c'est ça qui conditionne la stratégie de développement pour tout le jeu. Là, étant donné qu'on ne connaît pas celle qu'on va avoir ultérieurement, on est obligé d'avoir plus de souplesse, et donc de pouvoir s'adapter à ce qu'on sort. Il y en a deux types, toujours la même chose, des choses à caractère général en haut et orienté militaire en bas. Donc à chaque fois vous indiquez phase de bilan, des fois c'est à d'autres occasions, mais souvent à phase de bilan que l'on peut les jouer. Donc vous voyez par exemple ici, si on a au moment donc de cette phase de bilan cette carte qui peut être jouée, c'est-à-dire qu'on a plus de villes avec des forteresses que chacun des autres joueurs, eh bien on obtient 2 points de victoire supplémentaires. Voilà, et là donc c'est en rapport avec les équipements. Donc ça c'est la première chose qu'on vérifie, quels sont les objectifs qui sont déplacés, qui sont obtenus. La deuxième chose qu'on regarde pendant la phase du bilan, c'est on obtient un cube, qui donc veut dire qu'on a un développement supplémentaire, gratuit. Donc on en obtiendra 6 en cours de partie. On pioche des cartes, une carte action, une carte objectif supplémentaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les objectifs arrivent 6 fois au cours de la partie. Enfin, il y a un autre point, c'est est-ce qu'on souhaite raser une ville de taille 1 ? Au cas où vous auriez une petite ville, notamment prise à des barbares qui gênent votre développement, on peut choisir gratuitement de la raser et de récupérer de l'or. Et enfin, on détermine le premier joueur pour la manche suivante, c'est-à-dire pour les 3 tours suivants. Donc voilà, ici, si on était à ce moment-là de la partie, 3e tour de la phase de la manche 3, on déterminerait le premier joueur pour les 3 suivants. Voilà la dernière partie, la phase bilan de la partie, de chacune des parties. Bonjour. Maintenant que vous avez eu une vision beaucoup plus précise du contenu de la boîte et puis de la façon dont on joue à Clash of Cultures, eh bien on va faire un petit peu le point sur mon avis et puis sur les éléments qui peuvent être intéressants de considérer si vous voulez acheter le jeu. Alors, le matériel, vous l'avez vu, j'ai fait des plans en plus sur les figurines, est vraiment très très beau. Très très bonne qualité, les cartes qu'on obtient en mettant les tuiles côte à côte sont vraiment sympas et vraiment réussies. Les figurines en elles-mêmes, alors c'est du plastique mou donc il est déformable mais il résiste au choc, et vu la quantité qu'il y a dans la boîte, c'est vraiment intéressant d'avoir quelque chose d'assez résistant. Les bateaux, il vaut mieux donner un petit coup de cutter dessous parce que sans ça les petites barbures de plastique font que ils ne tiennent pas forcément debout pour la plupart, donc il faut faire un petit peu ça. Autrement, sincèrement, vu la quantité, c'est vraiment une orgie de plastique qu'on trouve dans le jeu et dans la boîte. On ne pouvait pas demander plus au niveau de la qualité. Elle est vraiment très 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 satisfaisante pour un jeu qui en contient autant et avec un prix qui reste relativement accessible, puisque je crois qu'on doit se situer aux alentours de 50 online et 60 en boutique, quelque chose comme ça. Donc vraiment au niveau du matériel, rien à redire, les cartes sont épaisses et de bonne qualité. Pour un jeu dans lequel on ne bat pas beaucoup les cartes, c'est parfait, pas besoin de les protéger. On a vraiment un matériel qui est vraiment très bien. Les plateaux de civilisation, notamment avec les découvertes, avec les emplacements embossés à l'intérieur pour mettre les cubes, c'est vraiment une bonne idée. Ceux qui ont joué à Eclipse savent que les cubes qui sont juste posés, c'est pas toujours très pratique. Il suffit d'un petit coup dans la table et puis on sait plus où on en est. Donc là, c'est vraiment, vraiment très très bien. Au niveau du matériel, c'est vraiment parfait. L'ensemble des règles, sincèrement, je suis toujours circonspect avec les jeux de civilisation parce que c'est un genre vraiment
casse-gueule pour un auteur. Il faut pas tomber dans le gadget comme, à mon avis, Martin Wallace l'avait fait avec son système de miroir dans Apogée, Naissance et Apogée des Empires ou quelque chose comme ça. Il avait fait un jeu de civilisation il y a quelques années et c'était pas forcément très satisfaisant, c'était pas mal, mais c'était pas tout à fait au même niveau. Là, on a vraiment un ensemble très cohérent de règles. Le combat se passe bien, même si je suis pas sûr que statistiquement le fait de rajouter des dés soit vraiment intéressant. Il faudrait creuser un petit peu là-dedans et puis avoir vraiment un nombre de parties important pour voir l'impact que ça peut avoir. Mais autrement, on a vraiment une belle impression des gestions de la civilisation. On peut découvrir beaucoup de choses. Donc c'est assez intéressant, on peut avoir une vraie stratégie de développement à ce niveau-là, puisqu'on a des découvertes automatiques, donc ça c'est vraiment, vraiment sympa. Les découvertes elles-mêmes, je trouve, sont très élégantes. Elles restituent bien ce qu'on attend de ce type de choses. Voilà, vous avez la pêche qui vous permet de récupérer de la nourriture sur les cases de mer, l'irrigation qui vous permet de cultiver les hexagones arides et donc de récupérer de la nourriture également. Voilà, donc c'est assez logique. Pour les évolutions un peu plus techniques comme la conscription, qui sont de nature politique, c'est assez bien rendu aussi. Franchement, on s'y retrouve, quoi. On voit que le développement dans un domaine apporte vraiment quelque chose en termes de mécanisme de jeu. C'est pas pour faire joli, c'est assez bien fait. En plus, l'arbre est assez élégant, puisqu'en fait, c'est pas vraiment un arbre, il faut juste découvrir la première technologie d'une catégorie pour pouvoir ouvrir toutes les autres. Donc c'est vraiment très très libre et on peut avoir un développement de civilisation vraiment très bien rendu. Alors pour ce qui est de la bonne trouvaille, je trouve, du jeu, c'est le système d'influence culturelle qu'on a vu dans la démonstration des règles. Ça, c'est vraiment très bien trouvé. J'ai trouvé ça très agréable. C'est une façon de prendre des points de victoire à l'adversaire, réaliste, dans le sens du respect du thème, on va dire, et vraiment très très bien vu. Franchement, là, c'est vraiment un mécanisme assez sympa et qui permet d'ouvrir des vraies tensions dans le jeu éventuellement, et ça, c'est vraiment sympa aussi. Pour ce qui est de la durée, étant donné l'ambition du jeu, on se trouve avec une durée qui est tout à fait raisonnable. Le fait que ce soit des petits tours, on fasse 3 actions assez rapides une fois qu'on maîtrise tout ça, ça se passe bien. Comme je l'ai dit pendant la présentation, celle qui, à mon avis, est l'action qui est au cœur du système de jeu, c'est l'activation des villes, qui permet ou de produire des unités armées colons ou autres, ou de produire des ressources. Donc c'est vraiment dans la gestion de l'utilisation de cette prise d'action là que les joueurs pourront faire la différence, à mon avis. Mais le jeu reste jouable en une bonne grosse soirée à 4, et ça, pour un jeu de civilisation, c'est intéressant. Alors, jeu de civilisation, c'est pas non plus Through the Ages où on peut aller jusqu'à l'époque moderne. Ici, on est cantonné à l'Antiquité. Donc, évidemment, avec les limites que ça peut avoir, on peut être frustré à un moment, effectivement, de ne pas arriver à développer des choses beaucoup plus avancées que les technologies propres à l'Antiquité. Donc faut quand même le savoir et en avoir conscience. Mais sur la boîte, hein, on ne voit pas de char d'assaut, donc il n'y a pas de tromperie sur la marchandise à ce niveau-là. Il y a une autre tromperie, on va en parler tout à l'heure. En revanche, ce qui est vraiment bien aussi, à mon avis, c'est l'apparition progressive, puisque à la fin de chaque bilan, il y a 6 fois on obtient des objectifs supplémentaires pour avoir des points de victoire bonus. Et ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve, au lieu d'avoir tout d'un coup. Et le côté dilution permet oblige à avoir une forme de souplesse et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour pouvoir justement prendre tous les objectifs au fur et à mesure qui vont apparaître. Comme tout ce genre de jeu, évidemment, il vaut mieux les connaître, donc c'est à bout d'un certain nombre de parties qu'on arrêtera d'être surpris par tout ça. Le système aussi de tirage de cartes fait que, puisqu'il y a des événements qui déclenchent l'apparition et les attaques des barbares, font que les parties sont vraiment très différenciées. Des fois, on peut avoir des barbares qui ont très peu d'impact sur le jeu, et des fois des barbares très agressifs qui vont mettre un joueur sous pression en permanence. Donc ça, c'est suivant le tirage des cartes, donc ça permet d'avoir une grosse rejouabilité, puisque
les parties ne se ressemblent vraiment pas, outre la découverte évidemment différenciée de la carte. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau. Alors sur les points un petit peu en retrait, je dirais que les règles de commerce sont un peu vagues, très vagues, puisqu'en fait il n'y a absolument aucune régulation. On a le droit d'échanger quasiment tout ce qu'on souhaite, à part des armées, mais on peut échanger des ressources, des pions culture ou humeur, des choses comme ça, dans tous les sens, entre les joueurs, dont un joueur dont c'est le tour et les autres. Et quand on fait l'échange sur le champ pendant le tour, eh bien rien ne se passe. Enfin, il n'y a aucune restriction à ce qu'on peut échanger. On peut vraiment tout échanger. Donc il y a vraiment le commerce pour suivant la table. Et si vous avez des joueurs qui sont très négociateurs ou pas, ça peut avoir un impact. Donc c'est peut-être quelque chose que vous devrez avoir à l'esprit. Surtout que c'est mis explicitement dans les règles que, à part les choses qui sont, en termes d'échange, qui sont résolues sur le champ et qui doivent donc être résolues instantanément, eh bien on ne peut pas... les règles n'obligent pas à tenir sa parole. Donc vous pouvez très bien dire oui, je te protégerai dans 3 tours si tu es attaqué par les barbares, et puis vous en abstenir au moment venu, puisque à partir du moment où c'est différé dans le temps, il n'y a plus de choses possibles en termes de recours par rapport aux règles. Vraiment, vous pouvez jouer à la diplomatie et puis vous retourner contre un joueur avec lequel vous aviez passé des accords. Ça n'est pas du tout condamné par les règles. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une petite malhonnêteté, c'est que, vous voyez, il y a un superbe éléphant, et on se dit, waouh, super, il y a des éléphants, des unités différentes et tout. Eh bien non, en fait, il n'y a aucune différence entre les unités. C'est quelque chose qui est un petit peu dommage, puisque dans les jeux où il y a des recherches, on pourrait tout à fait l'imaginer, étant donné que l'Antiquité est suffisamment riche historiquement pour offrir ce genre de choses. Il y avait des éléphants, il y a eu des chars, il y a eu les phalanges hoplitiques, il y a eu des tas de choses, des tas d'améliorations dans l'art de la guerre qui auraient pu autoriser à faire des unités différentes. Je pense que le choix qui a été fait, c'est que ça rendait le jeu trop complexe pour le combat et que peut-être trop lent, et ça mettait peut-être trop d'emphase sur le combat. Donc c'est un choix de design, mais je vous dirais que méfiance, si vous aimez vraiment avoir ce genre de customisation dans les civilisations, la possibilité de découvrir des choses en rapport avec l'art de la guerre, ça n'est pas possible. Les seules petites variantes que vous avez, c'est avec les cartes actions qui ont des bonus particuliers adaptés au combat dans les cartes elles-mêmes. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a une bonne aide de jeu qu'on peut télécharger sur BGG. Elle était en anglais à l'origine et puis elle a été traduite par un français et elle est vraiment très bien. En 2 pages, vous avez le résumé des règles. Une fois que vous connaissez les règles, franchement, c'est largement suffisant. En plus, les plateaux de jeu ont des rappels qui sont très bien faits et donc il n'y a absolument aucun problème avec ça. Au-delà du fait qu'il n'y a pas de différenciation entre les unités militaires comme les éléphants, les chars ou autres dans le jeu, ça c'est un petit peu dommage. Il y a aussi aucune différenciation entre les cultures, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire voilà, je joue les Égyptiens, je joue les Assyriens, je joue les Babyloniens et j'ai un pouvoir spécial qui m'est propre. Toutes les cultures sont identiques et les seules différenciations qu'il peut y avoir en cours de partie, c'est celles que vous avez ultérieurement avec les développements différenciés entre les différentes cultures. Donc c'est aussi quelque chose, alors peut-être que ça sera ouvert pour quelque chose qu'ils ont gardé sous le coude pour faire des extensions ultérieurement. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde part sur un pied d'égalité, le jeu est très symétrique à ce niveau-là, il n'y a rien de spécifique à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je pouvais dire sur le jeu, malgré les petits points négatifs sur les éléphants et ces choses-là, la différenciation, la non-différenciation. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, c'est vraiment un jeu très sympa, très solide, pas trop long et qui a de l'ampleur. Je pense que c'est une bonne rejouabilité et un très beau matériel. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce jeu, vous pouvez vous le procurer. C'est vraiment un jeu qui vient de sortir, donc il est très facile de le trouver. Voilà, à la prochaine fois, j'espère que ça vous a plu. Au revoir, à bientôt.